Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale de l'Africa Newsroom depuis Bangui en Centrafrique, alors que la République centrafricaine s'apprête à vivre une échéance électorale décisive le 28 décembre 2025. L'emploi des jeunes, la qualité du système éducatif et l'adéquation formation-emploi représentent des défis majeurs pour le développement du pays. Pour analyser ces enjeux, nous recevons aujourd'hui Molengela Gilles Chris Delors, représentant du Parti chrétien-démocrate. Bienvenue sur Africa 24. Nous avons Madame Lydie Zengou, directrice de campagne adjointe de l'Union pour le renouveau centrafricain. Bienvenue à vous. Merci. Nous avons également Betsaïda Job-Pop, président du mouvement des patriotes centrafricains. Bienvenue. Et enfin, nous avons Cédric Bengué, membre fondateur des IGWE. Bienvenue à vous. Avant de commencer, je vous propose de suivre ce reportage signé par la rédaction d'Africa 24. Malgré plusieurs réformes mises en œuvre ces dernières années, le système éducatif centrafricain reste confronté à de grandes difficultés. Les parents d'élèves et les professionnels du secteur déplorent de nombreux problèmes qui freinent le développement de l'éducation. Pour pallier les défis, le gouvernement centrafricain a entrepris des changements de grande envergure dans son secteur de l'éducation afin de garantir un meilleur accès et un apprentissage de meilleure qualité à un plus grand nombre d'enfants. Le système éducatif centrafricain est plombé par la pauvreté transversale. Parce que pour aller à l'école, pour étudier, ça coûte de l'argent. Et en milieu rural, il y a une pauvreté chronique qui entrave l'éducation des jeunes et des enfants. Donc, il est question de rendre cette éducation plus accessible, de dynamiser cette éducation pour faciliter l'accès à l'éducation des Centrafricains. Le projet d'appui au plan sectoriel de l'éducation est une initiative du gouvernement avec l'appui financier de la Banque mondiale pour le soutien des stratégies gouvernementales qui sont essentielles à la reconstruction du secteur de l'éducation. 3 ans après le démarrage de ce projet, le gouvernement a de nouveau sollicité l'appui de la Banque mondiale pour le financement du projet d'accélération des résultats en éducation. Ce projet vient consolider les efforts engagés dans le cadre du projet d'urgence de soutien à l'éducation de base. Selon les données de l'UNESCO, malgré les événements, une hausse importante de la population scolarisée a été observée entre 2011 et 2017 avec en particulier 60% d'effectifs supplémentaires enregistrés. Pour améliorer dans le secteur éducatif, il faut renforcer la sécurité en milieu rural et urbain et renforcer l'autonomie économique des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec des ressources réduites. C'est le renforcement de leur autonomie qui va leur permettre de dégager des ressources qui vont contribuer au financement de l'éducation. Afin de préparer son pacte de partenariat, la République centrafricaine a engagé une démarche stratégique en contactant les bailleurs de fonds. Cette initiative a permis d'accélérer la mobilisation de ressources aboutissant à l'obtention de 30 millions de dollars de cofinancement pour le secteur de l'éducation. Grâce à ces efforts nationaux et au soutien de ses partenaires, le pays est mieux en mesure de relever les défis éducatifs en mettant en œuvre des solutions durables tout en définissant progressivement sa propre voie pour la transformation de son système éducatif. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom consacré à l'emploi, la jeunesse et à l'éducation. Madame Zengou, la majorité des jeunes font face à un chômage structurel, une informalité massive et un manque d'opportunités formelles. Quels leviers prioritaires doivent être activés pour dynamiser le marché du travail et créer des opportunités réelles pour la jeunesse? Je dirais que c'est d'abord le secteur privé. Il va falloir mettre un accent particulier sur le secteur privé. Mais ça va être encore un cercle vicieux. Si le secteur privé doit être développé, qu'il y ait des infrastructures pour embaucher, pour employer ces jeunes, ces infrastructures, pour qu'elles viennent, ces entreprises, il va falloir qu'il y ait l'électricité qui fonctionne 24 heures sur 24, il va falloir qu'il y ait l'eau, il va falloir qu'il y ait la sécurité.
Donc on est dans ce cercle vicieux. L'État était le premier employeur. Et l'État ne peut plus faire face à cela. Il y a le secteur informel qui est complètement à refaire, à structurer. Je dirais 70% de ceux qui travaillent sont dans le secteur informel. Nous savons que la République centrafricaine a à peu près, on va dire, 70% de sa population qui est jeune, moins de 25 ans. Ça, ce sont des gens qui attendent à travailler. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller où? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'industrie. L'État ne peut plus prendre qui que ce soit. Il reste ce secteur privé. Nous avons combien d'entreprises? Il y a peut-être une vingtaine d'années, il y avait beaucoup d'entreprises. Avec toutes les crises récurrentes, une à une, elles se sont déplacées, délocalisées. En RCA, on les compte sur le bout du doigt. Moi, c'est le secteur privé. Il va falloir mettre un accent sur le secteur privé. Mais comme je l'ai dit, mettre un accent sur le secteur privé, créer des entreprises, ça veut dire que l'État il est en mesure de s'endetter, de prêter de l'argent. L'État est en mesure de mettre en place des industries. L'État est en mesure de transformer. Je ne sais pas, peut-être il y aura d'autres questions. Ces jeunes, ils vont en général dans quel secteur? Moi, je dis, il y a aussi un problème de formation. La formation n'est pas adaptée à notre environnement. Je parle peut-être un peu vite. Il va falloir maintenant avoir les structures adéquates pour former ces jeunes au métier de l'agriculture. Il va falloir former ces jeunes au métier, je ne sais pas, l'électricité, plomberie, les petits métiers. C'est pas des sauts métiers. Tout est dans le secteur informel. Nous avons les taxis-motos il y en a 175 000 taxis-motos. Tout le monde se débrouille, c'est la débrouille, on survit. Cette jeunesse survit. Il va falloir penser, réfléchir, que ces jeunes puissent, après leur cursus, on va dire scolaire, ça dépend du niveau de chacun, à la fin qu'il y ait un débouché, qu'ils puissent avoir un emploi. Il faut le penser, il faut le programmer, il faut l'écrire. Là, je vois dans ce reportage, les bailleurs de fonds ont prêté de l'argent. J'ai entendu dans ce reportage, il y a une nette amélioration, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont rentrés dans le système éducatif. Mais est-ce qu'on prévoit après? Quand ces jeunes, ils sortent, ils vont où? Ils font quoi? Monsieur Molengela, quelle est la position du PCD sur cette problématique? Je vous remercie et je pense que cette question est une question très épineuse que nous devons traiter avec beaucoup de soin. Vous savez, la problématique de la jeunesse liée à l'emploi est une problématique aujourd'hui qui refait surface et dont nous devons vraiment mûrir des réflexions. Des réflexions allant dans le sens de pouvoir apporter des solutions. Pourquoi aujourd'hui il y a cette question de chômage? Pourquoi aujourd'hui il y a... Moi, je pense qu'il faut traiter le problème à la racine. Et à la racine, il faut créer ce qu'on appelle une adéquation entre l'éducation et l'emploi. Sortir du cadre de la généralité et développer des politiques qui sont de nature à spécifier les besoins réels de cette jeunesse-là. Moi qui vous parle, j'ai été secrétaire général de la jeunesse pendant 3 ans. Je connais les besoins réels de la jeunesse. Nous avons, à notre époque, entrepris une enquête sur les besoins et aspirations de la jeunesse. Donc, c'était une analyse participative sur les besoins et aspirations de la jeunesse. Mais la problématique de l'emploi est ressortie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous imaginez, il y a peu des écoles professionnelles, mais beaucoup plus des écoles que je dirais générales. Parce que l'éducation est tellement générique, à telle enseigne que l'adéquation entre le besoin de l'employeur et la compétence étudiée ne crée pas donc ne peut pas s'habiller. Ça peut pas fonctionner. Donc, il faut en réalité commencer par créer une adéquation entre l'éducation, allant vers une éducation professionnelle, développer une idée de l'entrepreneuriat jeune. Vous savez, la jeunesse en République centrafricaine, ça va de 18 à 35 ans. Et si nous allons dans la proportion, on est à presque 70 à 72%.
Je dis 72% de la population centrafricaine est jeune. Donc, quand on a 72% de la population, et qu'aujourd'hui, sur le marché d'emploi, on se rend compte que le taux de chômage est grandissant, ça veut dire qu'il faut déjà réfléchir comment faire pour que ces jeunes-là puissent s'adapter à la réalité de l'heure. La première problématique, l'université de Bangui fournit 10 à 15 000 employeurs chaque année. Ça, ce n'est que l'université de Bangui. Vous voyez ces chiffres? L'université de Bangui fournit 10 à 15 000 employeurs chaque année. Et les instituts privés également en fournissent. Mais pour qu'il y ait au moins une adéquation, il va falloir que l'université repense un peu sa manière de former. Nous sortons des facultés, on a des connaissances génériques, mais sur le marché d'emploi, deux fois, les spécificités sont autres que ce que nous avons reçu. Et ça pose problème. Il faut aussi créer une adéquation vers une formation, mais aussi vers un repêchement de ce que nous disons dans notre langage, le stage. Vous imaginez, aujourd'hui, quand un étudiant sort, il va sur le marché d'emploi, on demande l'expérience professionnelle. Cependant, à l'école, on n'étudie pas les expériences professionnelles. Alors, il arrive, il n'a pas d'expérience professionnelle, donc il ne peut pas être recruté par cet employeur. Du coup, ça pose problème. Donc, en réalité aussi, il faut développer ces politiques-là pour permettre à ceux qui sortent fraîchement de pouvoir... Et quand j'étais au Conseil national de jeunesse, nous avons mis en place un projet allant dans ce sens. Et ce projet visait à réinsérer ces jeunes-là dans les ministères, dans les départements de l'État, dans les institutions privées, pour permettre qu'ils puissent avoir les mains. Comme ça, ça leur permet d'avoir de l'opportunité sur le marché de l'emploi. Maintenant, j'en viens. Si vous nous demandez qu'est-ce que nous pensons de ce qui se passe actuellement, nous pouvons dire qu'il faut réadapter justement l'éducation à la réalité du marché de l'emploi. Merci, monsieur. Et vous, monsieur Bengue, quelle est votre analyse de la problématique? Alors, juste une petite présentation rapide. Nous venons de la diaspora. Nous avons décidé de pouvoir aussi mettre notre petite pierre à l'édifice. Ça fait 2 ans que nous sommes ici. C'est plutôt... Nous, on est dans le numérique. Et nous pensons qu'on s'inscrit aussi dans cette dynamique. On a une population aujourd'hui qui est jeune. On a, si je ne me trompe pas, si les chiffres sont bons, plus de la moitié à 15 ans de notre population. On a une population très jeune. Et nous pensons que c'est le capital humain qu'il faut qu'on puisse matérialiser, qu'on puisse profiter et bâtir dessus. C'est-à-dire investir dans l'éducation, dans la formation, mais tourner plutôt dans la technologie. Nous pensons qu'au sein d'ICWE, qu'il faudrait avoir une action plus en direction du développement en informatique, de la promotion du numérique au pays pour créer un écosystème qui est favorable. Et nous, aujourd'hui, nous avons tous les éléments parce qu'aujourd'hui, on est bien situé au sein de la Centrafrique et aussi, nous avons cette jeunesse qui est dynamique, qui aujourd'hui est capable de pouvoir s'investir dans ce domaine-là. Donc nous encourageons le gouvernement. Je sais qu'ils ont créé 10 000 emplois, mais tournés plutôt dans un autre domaine. Mais nous les incitons à aller plutôt vers le développement en informatique pour former beaucoup de développeurs, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, si notre pays prend cette direction, pourrait demain suivre les directions des pays qui investissent dans ce domaine. Et pour concrétiser et matérialiser ça, au sein de l'ICWE, nous recrutons des jeunes, nous leur dispensons de la formation en développement informatique gratuitement. Et également, nous les accompagnons aussi dans l'entrepreneuriat, mais dans le numérique, pour faire d'eux des développeurs, qu'eux aussi peuvent sortir des solutions. Et ces solutions, après, ils peuvent aussi le promouvoir au sein de la région ou au-delà. Et de tout ça, il y a un aspect qui est très important, c'est qu'on essaie de faire le lien entre la diaspora et les nationaux, en termes aussi de l'emploi. Vous savez que les Centrafricains de la diaspora essaient aussi de rechercher des emplois au pays. Ils ont du mal, donc nous, on veut créer ce pont-là. Également, ceux du pays qui peuvent aujourd'hui, s'ils ont le savoir-faire et la connaissance en développement informatique, ils peuvent travailler aussi en remote, c'est-à-dire travailler à distance, prendre des besoins, les traiter et puis
ça peut créer de la richesse au pays et aussi entreprendre dans le numérique. Entreprendre dans le numérique, c'est quelque chose aujourd'hui qui a partout dans certains pays et dans certains pays ont pris cette direction. Nous, notre modèle à nous, c'est l'Inde. Aujourd'hui, on a beaucoup de services sont traités en Inde et dans certains pays que je ne pourrais pas citer en Afrique. Donc nous, c'est cette direction que nous souhaitons pour notre pays, pour que nous ayons beaucoup de compatriotes, des jeunes, qui puissent s'investir dans le développement de l'informatique sur des technologies innovantes, que ce soit en intelligence artificielle ou bien dans d'autres, qu'ils puissent avoir cette connaissance, cette expertise de membres de la diaspora centrafricaine qui sont à l'étranger, qui peuvent dispenser ces cours-là et qu'eux aussi peuvent accueillir et après eux aussi peuvent entreprendre. Et je pense que c'est un vivier pas du tout négligeable de création d'emplois, de création de richesses et je peux vous dire que nous pouvons désenclaver notre pays grâce au numérique, grâce au développement de l'informatique. Voilà. Monsieur Diop, partagez-vous le même avis que Monsieur Bengue? Merci de m'avoir posé la question. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Bengue vient d'avancer comme propos. Mais vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas parler de l'emploi sans l'éducation. Et donc tout à l'heure, mes prédécesseurs ont parlé de l'éducation, ont parlé du chômage, tout en sachant que le chômage, on n'a pas connu le chômage à l'ère peut-être de Touadéra, si on ose le dire. Le chômage, nous l'avons connu même bien avant que je ne sois né. Mais ce taux de chômage est considérablement réduit. En ce sens, là, ils viennent de parler de 10 000 emplois, en ce sens où, aujourd'hui, on emploie la jeunesse. La jeunesse est en train d'être employée par des recrutements, par exemple, dans l'armée, par l'intégration de masse, et vous voyez que le taux de chômage se réduit. L'Europe n'avait pas été construite en un seul jour. Et donc, tout se fait pas à pas. Aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, c'est vrai, nous reconnaissons que dans certaines localités, dans certaines écoles, l'éducation est au rabais. Parce qu'à un moment donné, quand il y avait la crise, il y avait des maîtres parents qui enseignaient, qui dispensaient des cours dans ces écoles. Ces maîtres parents, c'était des bénévoles qui n'ont jamais appris la pédagogie, qui peut-être ne maîtrisent pas assez leur domaine, mais qui dispensaient les cours. Ce qui fait qu'il y a une certaine génération, peut-être de nos cadets, qui ont subi des formations au rabais. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs réhabilitations et constructions des écoles. Parce que tout se passe à la base. C'est à la fondation, maintenant, qu'on peut avancer. Aussi, une jeunesse inoccupée est vulnérable. Si une jeunesse n'est pas occupée, elle est facilement manipulable. Je pense qu'il avait dit, Molingue l'a dit tout à l'heure ici, que nous étions ensemble avec lui au Conseil national de la jeunesse. Et au Conseil national de la jeunesse, nous avons fait ce travail dont il avait dit. Une enquête générale pour un projet conjoint, conjointement financé par UNFPA et l'UNICEF, où nous avons recueilli les besoins et aspirations de cette jeunesse. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? Je fus directeur à la primature avec rang et prérogative de DG en charge de la jeunesse et des sports. Nous avons créé un cadre. L'État, Mme Zengo avait dit ici que l'État ne peut pas, ça on ne peut pas se le cacher, l'État a une capacité plus ou moins limitée de recruter toute la population ou toute la jeunesse. Il y a deux catégories de jeunesse qu'il faut préciser. Il y a cette jeunesse éclairée et cette jeunesse non éclairée. Et généralement, cette jeunesse non éclairée, on a tendance à les oublier. Et pourtant, c'est cette catégorie de jeunesse qui est dangereuse et vulnérable. Et donc, on avait fait un travail en place où nous les orientons. Il y a une maison d'entrepreneurs qui existe ici. On ne doit pas aller à l'école, finir nos études et attendre toujours l'État. Il y a des aînés que nous connaissons, dont peut-être nous taisons les noms, mais qui ont fait trentaine d'années et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent que l'intégration dans l'État. Et pourtant, si ceux-ci étaient éduqués ou soit accompagnés en termes d'entrepreneuriat, je pense que le niveau de chômage sera
considérablement réduit. La maison de l'entrepreneur existe. Il y a la FAFRICA qui est en train disons, de motiver, de dynamiser les femmes à travers disons, leur politique de la consommation locale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs structures aujourd'hui. Il y a une fondation HUBI qui oriente les jeunes désœuvrés. Donc, vous voyez, moi, quant à mon avis, c'est à encourager. C'est à encourager. Le taux de chômage est en train d'être réduit considérablement et je pense que d'ici quelques années à venir, on parlera peut-être du chômage à 0,5%. Quand vous parlez de l'entrepreneuriat, je vais poser la question à Madame Zengou. Quelles mesures concrètes pour renforcer l'entrepreneuriat jeune et structurer l'économie informelle? Déjà, on reviendra encore à la formation. Il faut que ce jeune qui a la volonté de mettre en place une entreprise, d'être un auto-entrepreneur, qu'il puisse être formé, mais pas avec des petites visions. Il faut voir grand pour la RCA, il faut voir grand pour le Centrafricain, il faut voir grand pour la jeunesse, pas un petit travail, l'auto-emploi précaire. On fait juste pour vivre le minimum, pouvoir se déplacer, nourrir ses enfants, peut-être payer les frais de scolarité, mais il faut voir grand. On se lance dans l'entrepreneuriat, je ne dirais pas le mot pour devenir riche, mais pour bien vivre et bien faire vivre ceux qui sont autour de nous et participer à la croissance de notre nation. Il faut voir grand. Nous sommes trop en RCA dans permettez-moi l'expression, les petites choses. Pourquoi se limiter en Centrafrique? Nous voyons les pays voisins, nous voyons le Cameroun. C'est vrai, on va dire que le Cameroun a l'accès à la mer, donc facilement ils peuvent tout recevoir, et que nous sommes un pays enclavé. Mais le Burkina est un pays enclavé aussi. C'est une question de vision et de volonté. Je pense qu'il est temps d'emmener les Centrafricains de faire un grand pas et de permettre à cette jeunesse qui va, que ça et là, à des occupations précaires. 90% de la population est dans l'extrême pauvreté. Et pourtant, le taux de chômage est de 6,3%. Mais c'est que le secteur informel. On fait un petit kiosque, taximoto, je l'ai dit, il me parle de FAFECA, c'est très bien, l'autonomisation des femmes. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller dans l'industrialisation. Il faut permettre à ces femmes de se réunir en coopérative, par exemple. Et maintenant, aller dans les champs avec des tracteurs. Qu'on ne soit plus avec la pelle et le houx. On doit voir grand pour la RCA. Il est temps de voir grand. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de grandes visions. On se contente de faire un peu. Un peu, et puis 10 ans plus tard, les problèmes ressurgissent. Ces gens grandissent. Ceux qui ont commencé un peu avec des motos, ce n'est plus suffisant. Ceux qui ont commencé un peu, ces femmes, à vendre de l'huile, à vendre du miel, à être en mesure de transformer mécaniquement leurs denrées. Non, il faut voir grand, il faut avoir une grande vision. Je dirais que c'est pas facile, mais il faut avoir la volonté et l'inscrire dans un programme, voir grand. En tout cas, à l'URCA, on voit grand. Nous, on parle de richesse. C'est pas un rêve, c'est pas utopique. Nous allons y revenir. Monsieur Bengue, vous formez des jeunes entrepreneurs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le domaine du numérique? Les difficultés, on en a beaucoup. Nous essayons de les surmonter par rapport à l'histoire de notre pays, l'histoire récente de notre pays avec toutes les difficultés. Donc nous avons déjà ces difficultés par rapport à l'accès à Internet, le coût de l'accès à Internet. Nous avons bénéficié de la fibre il y a quelques années, voire quelques mois, mais le coût de la communication ou de la data est élevé pour nous, que nous essayons d'encadrer ces jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes aller développer leur business, créer des sites Internet, créer des plateformes, apprendre les technologies et après pouvoir proposer du service. Le coût d'Internet est un peu élevé chez nous. Donc si ce coût-là peut baisser, ça pourrait nous aider beaucoup, parce que nous dépendons de ça. Quelle difficulté encore? Difficulté de la communication. Vous savez, on demande le soutien et nous avons déjà quelques soutiens
de quelques partenaires aujourd'hui, mais nous demandons l'appui du gouvernement dans ce sens que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la contribution de certains membres de la diaspora qui donnent de leur temps, qui donnent une transmission de connaissances, et dans un secteur aujourd'hui qui est en boom partout. Le numérique aujourd'hui, c'est un pouvoir d'emploi, c'est une ressource intarissable aujourd'hui. Donc nous encourageons nos dirigeants à s'inscrire dans cette dynamique. Et enfin, aussi, on a un problème de capital humain. Vous savez, quand je dis ça, ce n'est pas un grand mot. Exactement aujourd'hui, quand un étudiant sort de licence ou de master, excusez-moi le terme, c'est que la personne se voit à l'étranger pour continuer dans le secteur du numérique. Nous allons continuer le développement. Nous allons d'abord prendre une pause et nous revenons juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Monsieur Bengue, vous étiez en train de parler par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans le secteur du numérique avec les jeunes entrepreneurs. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, vous savez, donc je vous ai parlé du prix de la data qui est très élevé chez nous. Nous faisons aussi, au-delà du capital humain, la transformation digitale. Vous voyez, la transformation digitale, nous accompagnons la création des entrepreneurs vers ce qu'ils puissent proposer des services qui puissent faciliter la vie, le quotidien des gens. Et enfin, il y a l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, c'est la façon où on peut donner des solutions, que ce soit des wallets, mais tout ça à disposition de la population qui puisse utiliser. Mais avec ce coût de data qui est très élevé chez nous et aussi nous ne pouvons pas asseoir cette économie, cet écosystème qui est favorable au numérique. Donc nous encourageons nos dirigeants ou ceux qui veulent aujourd'hui prétendent à nous diriger de voir et d'avoir une attention bien particulière sur le coût de la data qui est très élevé chez nous en Centrafrique. On va pas nous dire que nous parce qu'on n'a pas accès directement à la mer, que ça devrait être... Non, on est au centre, il y a plusieurs fibres qui passent chez nous déjà, et demain, on pourrait être un hub de façon à ce que plusieurs fibres puissent passer chez nous, et que ces fibres puissent faciliter le prix de la communication de l'Internet. Donc vraiment, c'est ça, et aussi avoir des lois, avoir des lois favorables au numérique, de façon à ce qu'on puisse aller vers des solutions qui puissent faciliter la vie. Et je pense que si beaucoup de Centrafricains, mes collègues parlaient tout à l'heure, si je peux me permettre, de taxi-moto. Je disais tout à l'heure, s'il y a autant de développeurs que de taxi-moto dans ce pays, je pense que notre pays pourrait faire un boom économique, et ça pourrait faire réduire le taux de chômage, bien sûr, de la jeunesse. Et vous, monsieur Diop, vous avez travaillé dans le gouvernement. Quelles sont les actions que le gouvernement a mis en place pour aider les jeunes à trouver des emplois? D'abord, je n'ai pas travaillé dans le gouvernement, mais je travaille dans le cabinet de la primature. Et je suis de ceux qui pensent et qui estiment aussi que le coût d'Internet, disons, l'Internet reste encore un luxe en RCA. Mais qu'à cela ne tienne, il y a un projet depuis et qui est en train d'être effectif, qui déjà même avait déjà commencé, et puis par rapport à la fibre optique. Mais c'est vrai qu'on peut tourner, on peut accompagner les jeunes vers la digitalisation. Vous allez voir qu'en RCA, les jeunes utilisent encore autrement la connexion. Or, la connexion, on peut l'utiliser, la connexion Internet, on peut l'utiliser pour s'enrichir intellectuellement, on peut l'utiliser pour nos AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus. Mais aujourd'hui, l'Internet est devenu un outil de règlement de compte où les gens s'insultent, où les gens se donnent des rendez-vous sur Internet pour s'insulter. Et donc, vous voyez, du coup, il y a un problème ici. Comment sensibiliser les jeunes sur ce fléau dans ce cas? Il y a eu une campagne dénommée, Stop Athénée. Stop Athénée, c'est-à-dire, ça les ont dit. Stop Athénée, c'est-à-dire, il y a eu cette campagne qui a été plusieurs fois menée
avec l'appui bien sûr des ONG internationales. Et aussi, il y a l'autre là, le programme Fake News. Donc, c'est-à-dire, on peut venir discréditer. Moi, j'utilise ma connexion simplement, soit pour discréditer quelqu'un, ou encore insulter une maman, déstabiliser moralement. Et donc, nous mettons en place des séries au travers des associations de la jeunesse, au travers des mouvements, comme dans mon mouvement, le mouvement des patriotes, nous avons fait d'énormes travail sur ce sujet. Maintenant, l'Internet, moi, avec l'avènement encore de l'intelligence artificielle, si on reste dans le domaine de la technologie, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, nous craignons beaucoup. Nous craignons beaucoup et nous demandons aussi beaucoup au gouvernement, soit aux bailleurs, pour aider les structures de la jeunesse à conscientiser d'abord cette couche juvénile. Parce qu'on utilise encore l'intelligence artificielle autrement. Je ne parle pas seulement de l'afforcement de la jeunesse sud-africaine, même la jeunesse africaine. Pas plus tard que 2 ou 3 mois, l'intelligence artificielle, les gens utilisé, qu'il y a eu un opposant, disons, qui est en prison jusqu'à aujourd'hui, qui a été tué. Et vous voyez, or, les gens ont utilisé l'Internet et appuyé par l'intelligence artificielle. Mais si nous n'avons pas une jeunesse avertie, il pouvait avoir une crise. C'est pour ça que j'ai dit, pour limiter tout ça, il faut, c'est-à-dire le gouvernement doit mettre des moyens nécessaires en place pour accompagner des structures de la jeunesse, pour conscientiser et surtout ceux peut-être de la diaspora qui font dans la technologie, qui accompagnent les gens dans les domaines de numérique, doivent conscientiser les jeunes et leur apprendre, c'est-à-dire l'importance de l'Internet. Ils étudient avec, ils font des recherches avec, ils peuvent vendre aussi avec. E-commerce existe, il y a des gens qui gagnent de l'argent à travers l'Internet. Mais nous ici, bon, pas nous tous, hein, mais il y a une catégorie des gens qui gagnent en termes disons, d'injures. Et donc, vous voyez, ça pose problème. Monsieur Molengela, le numérique devient un secteur clé, porteur d'emploi et d'innovation. Comment faire du numérique un moteur d'inclusion professionnelle? Avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir un peu sur la question de l'entrepreneuriat jeune. Vous savez, nous sommes une force de proposition. Nous avons un projet de société pour amener la population africaine à comprendre pourquoi nous voulons aller aux élections. Alors, la première des choses, vous savez, aujourd'hui, la problématique de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat est une réponse efficace à la question du chômage de la jeunesse. Mais comment appuyer l'entrepreneuriat jeune? Si vous demandez notre avis, par exemple, au niveau de PCD, on vous dira que nous, on a une proposition déjà très prête, qui est prête pour appuyer ces jeunes-là. Quelle est la proposition? Et donc, la proposition consiste justement à mettre en place un fonds de garantie et d'appui aux initiatives jeunes. La formation, oui, mais après la formation, il faut qu'il y ait accompagnement. Mais après avoir accompagné, il faut qu'il y ait des garanties. Si les jeunes aujourd'hui ont accès justement à des fonds qui leur permettent de développer le potentiel qu'ils disposent, ça permettrait effectivement de pallier au problème du chômage. Donc voilà. Et là, maintenant sur cette question, à la réponse. L'inclusion professionnelle. Voilà, donc l'inclusion professionnelle. La problématique le lien avec l'Internet et l'inclusion professionnelle. Vous imaginez, aujourd'hui, comme l'a dit mon frère tout à l'heure, la question d'Internet reste un luxe en République centrafricaine. Mais aussi, il faut aller encore en profondeur. En profondeur, on se rend compte que le coût de l'Internet pèse beaucoup plus à partir du moment où les jeunes n'ont pas assez de moyens. Et ça, je reviens encore sur la proposition. Il faut aussi il faut développer des politiques allant dans le sens de réduire un peu le coût pour permettre en sorte que quand il y a des initiatives, quand il y a des formations, quand il y a aussi des questions ouvertes à la jeunesse à l'Internet, ça permet aussi à ces jeunes-là qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir avoir accès. Vous savez, les jeunes ont le potentiel. Mais puisqu'ils n'ont pas accès à l'Internet, ils ne peuvent pas utiliser ces Internet pour leur permettre de répondre aux besoins et aspirations qu'ils exposent. Et donc, il faut aussi revoir le coût au niveau centrafricain. Pour revoir le coût, il faut qu'il y ait une politique
allons dans ce sens-là. Une bonne vision, une vision claire pour permettre que le coût soit réduit, pour que l'accès à l'Internet soit aussi possible pour tous les jeunes à tous les niveaux. Ça permettrait qu'ils utilisent l'Internet dans les activités de commerce, qu'ils utilisent l'Internet au sein d'esprit qu'on a l'habitude de dire, ou à bon escient, pour permettre en sorte qu'ils développent le potentiel qu'ils ont. Mais quand ils n'auront pas l'accès, ça va encore demeurer un problème. Donc nous voulons mettre à l'écart des discours, mais aller dans la pratique, aller dans le pragmatisme. Et le pragmatisme aurait voulu que ces jeunes-là puissent avoir accès. Et pour qu'ils aient accès, il faut qu'il y ait une bonne politique pour la réduction des coûts. Ça permettra à tous les jeunes de pouvoir développer leur potentiel. Avant de continuer, je vous propose de suivre cet élément préparé par la rédaction d'Africa 24. En 2023, seul un Centrafricain sur 10 avait accès à Internet. Mais aujourd'hui, ce chiffre a plus que doublé. L'ambition de la République centrafricaine est d'augmenter son taux de pénétration d'Internet en multipliant des points d'interconnexion avec ses voisins. Même si les prix restent encore élevés, des négociations avec des opérateurs visent à démocratiser l'accès à Internet pour tous les usagers. Aujourd'hui, nous sommes à 30%. Et si vous voyez, avec l'avènement de la fibre optique que nous avons pu prendre avec le pays voisin, le Congo, à partir de la ville de Wesso, et le Cameroun à partir de la ville de Kenzo, nous arrivons déjà à ces 30%. Mais nous avons encore un défi pour cette année, aller vers le centre-est du pays, ce qui va nous amener à 70-80% en taux d'Internet, parce qu'aujourd'hui, nous avons déjà des licences 4G que nous donnons aux opérateurs. Donc quand on parle de le taux de connexion, de connectivité, c'est vraiment la mission qui nous a été impactée par le gouvernement. Et donc nous travaillons sur cet aspect-là pour que notre pays qui est enclavé puisse être désenclavé numériquement. Déjà 1200 km de fibre optique sont en place. Prochaine étape, atteindre Juba, au Soudan du Sud, et se connecter aux câbles qui remontent depuis l'Afrique australe. Parallèle, des négociations sont en cours pour relier le Tchad. Mais l'enjeu ne se limite pas à la technologie. Pour le gouvernement, l'ambition est claire, faire du numérique un moteur d'emploi et d'innovation. Plusieurs initiatives sont déjà en place. Des centres d'innovation numérique ont vu le jour à Bangui et dans certaines villes de province. Des programmes de formation, d'accompagnement technique et de financement sont proposés aux jeunes entrepreneurs. L'un des premiers piliers de notre projet ICWE est la valorisation du capital humain. Nous sommes allés au pays pour observer d'abord. Nous avons observé et l'idée est aussi de mettre la diaspora à contribution. Donc, le premier volet qui est ICWE Academy est une plateforme d'e-learning. Donc, c'est de la formation de jeunes en développement informatique. L'idée de ICWE, c'est vraiment de les mettre en contact direct avec le monde de l'entreprise. En misant sur le numérique, la République centrafricaine veut se désenclaver, moderniser ses services publics, éduquer sa jeunesse et attirer les investisseurs. Un pari ambitieux mais vital pour son avenir. Avec une connectivité qui s'étend, la Centrafrique espère rattraper son retard numérique. Mais la réussite de cette stratégie passera aussi par l'inclusion, la formation et la baisse des coûts pour faire d'Internet un droit et non un privilège. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom consacré à l'emploi, la jeunesse et à l'éducation. Madame Zengou, au-delà de l'emploi, les jeunes réclament une place dans les décisions publiques. Comment renforcer leur implication dans la gouvernance, l'innovation et le développement national? Merci pour la question. Ça me permet de rebondir sur celle de mon voisin qui disait qu'on a employé beaucoup de jeunes, enfin qui n'avaient pas d'expérience, il fallait qu'ils aient leur première expérience au sein des administrations de la place. Mais en général, ce sont des stages qu'ils font. Et ces stages, des fois, durent 2, 3, 4 ans. Pas rémunérés ou très peu. Encore une précarité. Il va falloir leur donner effectivement un emploi. Un emploi même s'ils n'ont pas d'expérience. Il faut qu'ils rentrent dans le monde de l'emploi. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce que... Vous voyez, j'ai même déjà oublié votre question. Vous pouvez me la répéter?
Comment les jeunes réclament une place dans les décisions publiques? Comment renforcer leur implication dans la gouvernance et leur implication dans l'innovation et le développement Il faut national? déjà qu'ils aient cette culture. Il faut que notre jeunesse ait cette culture de savoir qu'ils peuvent prendre position, que leur voix compte, que leur voix compte pour le développement de leur pays, politique, économie. Ces jeunes ne le savent pas. La jeunesse d'aujourd'hui ne sait pas qu'elle compte. La jeunesse d'aujourd'hui suit. La jeunesse d'aujourd'hui ne sait même pas qu'elle-même peut être porteur de voix des jeunes. Je reviens encore à l'éducation. Je reviens encore à la formation. Quelqu'un l'a dit ici sur le plateau, nous avons eu tellement de crises successives, nous n'avons pas pensé à rattraper tout ce retard. Aujourd'hui, il y a des jeunes, c'est vrai, qui, on peut le dire, qui n'ont connu que ça à 20 ans. Crise sur crise. Ce jeune, aujourd'hui, c'est bien, il y a le conseil de la jeunesse, etc., qui malheureusement est souvent utilisé par un parti en place, malheureusement. Ce jeune, pour s'insérer dans la vie active, dans la société, prendre la décision, accéder au poste de décision, il faut faire partie du parti au pouvoir. En cas de victoire de votre parti, comment allez-vous intégrer ces jeunes-là? D'abord, en cas de victoire de notre président à cette élection présidentielle, chaque jeune compte, compteur à zéro. C'est pas que les jeunes de l'URCA qui vont avoir une vie meilleure. C'est la jeunesse, c'est repartir à zéro. C'est bien, il y a déjà eu des assises, on n'aimait pas la poubelle. Il y a déjà des recommandations, il va falloir faire un état des lieux. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous avons fait? Où devons-nous aller? Ces jeunes ont porté leur voix. Ces jeunes ont demandé « je veux faire ça, je veux aller ça, nous avons besoin de ça ». C'est une bonne chose. C'est une continuité. C'est pas parce que Monsieur Doleguele accède au pouvoir qu'il va balayer tout ce qui a été fait sous Touadéra. Non, c'est pas cela. On construit la nation pour tous les Centrafricains. La jeunesse, qu'est-ce que nous allons faire? Elle est la pièce maîtresse du programme politique du président Anissé Georges Doleguele. Parce que la jeunesse, elle est jeune, comme on le dit. C'est plus de 60% de la population. C'est l'avenir de demain de la RCA. On ne peut pas faire sans elle. Malheureusement, elle a été trop mise de côté. Elle a été employée ponctuellement et nous l'avons vu, malheureusement aussi. Si ce n'est pas des jeunes qui deviennent des enfants soldats ou enrôlés, il ne faut pas que rentrer dans l'armée soit je n'ai pas le choix, je rentre dans l'armée. Non, il faut que ça soit un choix volontaire. Je m'enrôle pas parce que j'ai pas d'emploi. Je m'enrôle parce que je veux défendre la nation. Je m'enrôle parce que je veux représenter valablement la nation en cas d'attaque. Je suis prêt à mourir pour la nation. Pour la nation. Cette jeunesse, on va la prendre en compte. La former, qu'elle comprenne qu'est-ce que c'est que être citoyen centrafricain d'abord. Ses droits et ses responsabilités, parce que les jeunes ne savent pas qu'ils ont des responsabilités. Ils sont redevables. Ils sont redevables. Derrière un jeune se trouve une nation, se trouve un quartier, se trouve une ville, se trouve une région. Ils sont redevables aussi. On revient encore à l'éducation et à la formation de notre jeunesse. Mais on va tout rattraper. On n'attend pas de finir un chantier, l'autre chantier. Non. Nous sommes un pays en chantier. Et tous les chantiers doivent avancer. Merci Madame Zengo. Monsieur Diop, comment intégrer les jeunes dans la gouvernance? D'abord, je faisais déjà partie des organes de décision. J'en profite pour tirer le chapeau au président Touadéra, qui aujourd'hui porte le problème de la jeunesse comme un souci, un point très culminant pour son projet de société. Et vous conviendrez avec moi que nous, la jeunesse, comme nous l'avons bien dit ici, nous représentons 70% de la couche de cette population. C'est nous qui élisons les présidents de la République, les députés. Mais généralement, on est utilisé comme une table à manger. Parce que quand on vous sert avec une table à manger, une fois d'avoir fini de manger, qu'est-ce qu'on fait? On débarrasse la table. Et c'est sur ça, à un moment donné, nous avons dit non. Nous nous imposons. Parce que nous devons aussi s'asseoir autour de la table de décision. Parce que ce qui est fait pour toi, sans toi, est contre toi.
Si on ose faire quelque chose pour la jeunesse, mais il faut que celle-ci soit associée. C'est pour ça, je vous ai dit que je tire chapeau au président Touadéra. Rendez-vous, vous êtes des journalistes, faites des enquêtes dans les ministères. Vous allez voir que dans les cabinets ministériels, il y a des jeunes dans ces organes de décision. Je l'avais si bien dit. En 2021, j'avais peut-être, disons, 29 ans. Mais j'étais dans le cabinet du Premier ministre. Ce n'est pas un organe de prise de décision. C'est cela. Et donc, cette jeunesse, cette couche de la jeunesse, elle n'est pas forcément incivique. Il y a cette catégorie de la jeunesse, comme je l'avais dit, éclairée, et il y a une autre catégorie non éclairée, mais qui ne peut pas être employée directement dans l'administration publique. On est là, on est en train de suivre l'intégration de masse, la fonction publique est en train d'intégrer dans tous les ministères. Mais est-ce qu'on peut intégrer un jeune non éclairé à la fonction publique? Qu'est-ce qu'il fera? C'est pour cela qu'il faut se retourner vers les PME. Et nous l'avons constaté ces derniers temps, le ministre en charge des PME a signé des contrats de partenariat avec plusieurs associations entrepreneuriales. Et d'où nécessiter maintenant de les accompagner. Et quand elles seront accompagnées, ces associations, elles auront la main. Aujourd'hui, la JPN existe, la Jeunesse Pionnière Nationale, qui forme les jeunes et qui les met sur le marché de l'emploi. Exemple, si tu t'inscris à la JPN pour devenir mécanicien, on va te former à la mécanique, mais à la fin, on te remet une caisse à outils qui te permet de poursuivre. C'est là, je lance un appel maintenant à la conscientisation de cette jeunesse. Parce que au même moment où parfois tu finis la formation, on te donne les kits qui pourront te servir de voler de tes propres ailes. Ils vendent encore ça, ces jeunes. Monsieur Bengue, comment ICWE encourage les jeunes dans la prise de décision puisque vous faites dans l'entrepreneuriat et la formation? Nous, comment on peut accompagner ces jeunes? C'est d'abord donner des outils, comme je le disais, grâce au numérique. Ces outils peuvent être d'abord qui s'approprient cet outil et après ils vont faire des solutions. Donc créer des solutions, des applications, et ces applications à eux maintenant de pouvoir le promouvoir. Et c'est pour ça que je vous parlais tout au début de l'écosystème, de créer par exemple l'inclusion numérique. L'inclusion numérique, pour nous, c'est que on puisse mettre dans la main de chaque centrafricain des solutions digitales, et ces solutions faites par des centrafricains, pour les centrafricains au-delà, pour créer créer cet environnement. Et ça c'est ce métier, c'est ce que cette mission que nous, au sein de ICWE, nous essayons, pas nous seuls, mais avec d'autres aussi, de pouvoir pousser au maximum pour que ça puisse se réaliser, se concrétiser. Et avec les jeunes aujourd'hui, jeunes ou moins jeunes, mais nous leur disons que d'aller dans ce domaine, parce que c'est un domaine qui est aujourd'hui, qui est une richesse, parce que de notre pays, parce que nous, si vous voyez bien, nous avons des intellectuels, des gens qui excellent dans le numérique, mais on les connaît pas. Donc nous avons essayé, par exemple, on a une jeune centrafricaine qui s'appelle Kate Kalo, qui était pendant le caucus africain, qui était là, qui est arrivée au pays, qui a montré que c'est une des 100 femmes les plus puissantes dans l'intelligence artificielle. Donc, on a aussi des références. Donc, c'est vraiment ça aussi, de pouvoir le pousser, de pouvoir le mettre en valeur et de dire à cette jeunesse qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités et vraiment, il faut qu'il y ait. Et il y a un point qu'on m'avait demandé tout à l'heure, quelles difficultés nous avons. Vous savez, dans le numérique aujourd'hui, nous demandons à nos gouvernants d'avoir des outils favorables à la création d'entreprises, à la création de start-up ici au pays. Vraiment que le législateur puisse inciter, voire même défiscaliser des entreprises qui sont dans le numérique au pays ici. Vous verrez que d'autres entreprises vont venir s'installer. Ils vont s'installer, ils savent que bon, d'accord, ils vont venir, ils vont pas payer les impôts, mais ils vont employer des jeunes, ils vont former des jeunes.
et ça va réduire le chômage. Nous allons mûrir cette réflexion avec M. Molengele, désolé. Olingela. Molengela, merci. Comment, dans votre programme au PCD, quelle partie permet aux jeunes de prendre des décisions? Si vous demandez mon avis, je vous dis qu'il y a aujourd'hui des blocages qu'on appelle des blocages légaux ou légaux qui empêchent les jeunes à participer dans la sphère de prise de décision au niveau public. Je vais vous démontrer par A plus B. Mon président était ministre de la Jeunesse. On s'est rendu compte que dans la loi, pour accéder à certaines fonctions de l'État, il faut atteindre 35 ans. Ils ont trouvé le chiffre 35 ans où? Même l'homme le plus vénéré au monde n'a pas 35 ans. Il est mort avant 35 ans. Donc la compétence ne dépend pas de l'âge. Nous avons toujours l'habitude de dire aux bien-nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ça, c'est de 1. Donc, quand, déjà dans le plan d'action, on a déjà cette vision. Et avec le président à l'époque, on a mis en place un projet qui s'appelait vers une mise en œuvre effective de la PPR. Et ce projet consistait à mobiliser les jeunes, à influencer la position du gouvernement pour impliquer les jeunes dans les sphères de prise de décision conformément à l'accord de Khartoum. Et c'est comme ça que nous avons sensibilisé non seulement la politique, non seulement le gouvernement, mais aussi les jeunes. Et les jeunes avaient été aussi impliqués. Donc, la première des choses, il faut briser ces barrières. Aujourd'hui, les Chinois disent avant de faire 1000 pas, il faut commencer par faire un pas. Nous croyons que le président Touadéra est en train de faire un pas. Et ça, tout le monde le reconnaît. Il y a eu des recrutements, il y a eu aussi dans l'armée, dans la fonction publique, etc. Mais ça ne reste pas là, parce que la sphère de prise de décision, ça implique aussi un niveau d'implication. Un niveau d'implication un peu élevé pour permettre aux jeunes de faire entendre leur voix. Mais si ces jeunes n'atteignent pas, ça va poser aussi des problèmes. Donc, pour nous, au-delà de ces un pas-là, il faut aussi réviser les critères. C'est bien de recruter. Mais est-ce que c'est la quantité qui compte ou c'est la qualité qui compte? Et nous avons déjà une vision vers la qualité. Autrement dit, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça peut. Quand l'homme qu'il faut est à la place qu'il faut, il aura l'occasion de pouvoir porter la voix de la jeunesse. Non seulement au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau international. Merci pour votre analyse. Il y a encore beaucoup à dire sur ce thème, mais c'est la fin de cette émission. Nous étions aujourd'hui avec Madame Lydie Zengou, directrice de campagne adjointe de l'Union pour le renouveau centrafricain. Merci à vous. Merci. Betsaïda Diapo, président du mouvement des patriotes centrafricains. Merci. Merci. Cédric Bengue, membre fondateur de ICOE. Et enfin, Monsieur Molengela Delors, représentant du Parti chrétien-démocrate. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'Africa Newsroom depuis Bangui en Centrafrique. L'information continue sur Africa 24.